Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'IFRI pour cet événement exceptionnel autour du Premier ministre Andrei Plenković. Nous sommes très honorés de vous accueillir à l'IFRI, Monsieur le Premier ministre. Alors, en préparant cette venue, j'ai vu que vous étiez Premier ministre depuis exactement 9 ans, 1 mois et 19 jours, ce qui, je dois dire, compte tenu des standards français actuels, est très impressionnant. Alors, c'est un système différent, certes, mais tout de même. Vous avez démarré votre carrière dans la diplomatie avant de vous tourner vers la politique. Je vais rappeler très brièvement votre carrière parce qu'elle est évidemment intéressante et elle va nourrir la suite de notre discussion. Vous avez notamment été chef du service de l'intégration européenne au ministère croate des Affaires étrangères de 1997 à 2001. Ensuite, chef adjoint de la mission croate auprès de l'Union européenne de 2002 à 2005. Numéro 2 de l'ambassade de Croatie en France de 2005 à 2010, qui explique votre niveau de français absolument parfait, et secrétaire d'État à l'intégration européenne en 2010-2011. En 2011, vous vous êtes vraiment tourné vers la politique, vous êtes devenu député du Parti conservateur HDZ. Je rappelle là un élément de contexte qui est qu'en janvier 2012, donc peu de temps après, la population croate s'est prononcée en faveur de l'adhésion à l'Union européenne à 67%, et le pays est devenu membre de l'Union européenne en 2013. C'est alors que vous-même, vous êtes devenu membre du Parlement européen et vous y avez été vice-président de la Commission des Affaires étrangères et président de la délégation pour l'Ukraine. En juillet 2016, vous êtes retourné sur la scène politique nationale. Vous êtes devenu président du parti HDZ, puis Premier ministre, donc poste que vous occupez toujours près de 10 ans plus tard, et 2 élections législatives plus tard, même si vous êtes en situation de cohabitation depuis plusieurs années maintenant. Je rappelle que la Croatie a intégré la zone euro et l'espace Schengen en 2023 et qu'elle fait partie de l'OTAN depuis 2009. Alors, Monsieur le Premier ministre va nous faire l'honneur d'une allocution d'une vingtaine de minutes. Ensuite, il sera interrogé par Paul Maurice, qui est secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI et qui a un passé lié à la Croatie, et par moi-même. Et puis ensuite, nous ouvrirons les questions à vous-même, à la salle, et on aura, je pense, une bonne demi-heure pour cet échange très libre avec Monsieur le Premier ministre Plenković, que je remercie encore de sa présence, et je vous laisse la parole, donc vous pouvez aller au pupitre si vous le souhaitez. Bonjour, monsieur le directeur, monsieur Ecker, monsieur le secrétaire général, monsieur Maurice, merci pour cette invitation. Excellences, mesdames et messieurs, chers collègues ministres de gouvernement croate, permettez-moi de commencer par une évidence. S'exprimer aujourd'hui sur l'avenir de l'Europe n'est pas chose simple. L'ordre international est en pleine recomposition. Les certitudes qui ont structuré la stabilité de l'après-guerre vacillent et certains fondements du lien transatlantique, longtemps tenus pour acquis, sont désormais publiquement questionnés. Dans ce contexte mouvant, c'est un honneur de prendre la parole à l'IFRI, institution qui, depuis un demi-siècle, éclaire les choix stratégiques de l'Europe et contribue à penser les transformations du monde. Une fois encore, l'Europe se trouve à un tournant historique, un moment où il nous faut regarder lucidement les tensions qui s'accumulent, mais aussi les ressources dont nous disposons pour y répondre. La Croatie aborde ce moment avec la perspective d'un pays indépendant depuis 1991 et qui, en 3 décennies, est passé de la guerre à une intégration européenne pleine et entière. C'est depuis cette trajectoire, marquée par la résilience, la volonté et l'intégration, que pour notre part, nous réfléchissons aujourd'hui à l'avenir de notre continent. La Croatie est le plus jeune membre de l'Union européenne et le seul dont l'histoire récente porte les traces d'une guerre d'agression qui rappelle de manière saisissante ce que vit aujourd'hui l'Ukraine. Il y a 3 décennies, plus d'un quart de notre territoire était encore occupé. Nous avons dû accueillir 700 000 réfugiés, un habitant sur 7
et organiser notre défense en bâtissant une armée sous un embargo international injuste. Face à la Serbie de Milosevic, qui s'était accaparé l'essentiel de l'arsenal de l'armée yougoslave. À l'époque, nous étions très loin de l'élan de solidarité dont bénéficie, fort heureusement, l'Ukraine aujourd'hui. Au prix d'un sacrifice immense, nous avons libéré l'essentiel de notre territoire en 1995, puis réintégré pacifiquement le reste en 1998. Restait à rebâtir un pays dont 15% des logements avaient été détruits et dont les dommages économiques ont représenté 160% de notre PIB d'avant-guerre. Nous avons restauré la stabilité, reconstruit la prospérité, consolidé l'état de droit et ancré définitivement notre sécurité en rejoignant l'OTAN, puis notre avenir en intégrant l'Union européenne et en 2023 la zone euro et l'espace Schengen. Aujourd'hui, la Croatie se place parmi les 3 économies à la croissance la plus rapide de la zone euro. Figure parmi les meilleurs élèves européennes en matière d'énergie renouvelable et l'une des 20 premières destinations touristiques mondiales avec plus de 21 millions de visiteurs par an. Et se trouve au port de l'OCDE avec une notation souveraine relevée de 5 ans en 7 ans pour atteindre aujourd'hui la catégorie A, un record européen. C'est depuis cette trajectoire, faite de sacrifices, de reconstruction et d'intégration réussie, que la Croatie regarde les défis auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui. Les crises des dernières années ont révélé une triple nécessité. Protéger notre modèle démocratique, assurer notre sécurité, renforcer notre compétitivité dans un monde fragmenté. Le programme stratégique de l'Union pour les prochains 5 ans reflète cette vision. Mais au-delà des textes, une conviction s'impose. Notre avenir dépendra de notre capacité collective à agir dans l'unité. Nous ne pouvons pas plus tenir pour acquis la stabilité institutionnelle, énergétique ou démographique de nos sociétés. La démocratie exige un investissement constant, une vigilance permanente et une cohésion que nous devons cultiver. La guerre en Ukraine est devenue le test décisif de sécurité européenne. Avant toute analyse, une vérité s'impose. Le courage, la ténacité et l'héroïsme du peuple ukrainien forcent l'admiration du monde entier. Depuis près de 4 ans, l'Ukraine résiste à un agresseur plus vaste, mieux armé et militarisé à un niveau que l'Europe n'avait plus connu depuis des décennies. Notre propre histoire nous permet de mesurer la douleur et la perte de territoire et l'immense effort qui exige la reconstruction d'un État. La Russie a restructuré son économie autour de l'effort de guerre. Elle consacre près de 40% de son budget fédéral et plus de 10% de son PIB à la défense. Elle produit 3 à 4,5 millions d'obus par an, jusqu'à 3 fois la production combinée de l'Union et des États-Unis. Les drones sont devenus déterminants pour la supériorité tactique. Grâce à un secteur industriel innovant, la Croatie est devenue l'un des leaders européens dans les drones FPV. Nous coopérons étroitement avec les Pays-Bas et la Lettonie dans le cadre de la coalition européenne pour les drones. Nos entreprises détiennent près de 80% du marché mondial des machines télécommandées de déminage dans le monde, une capacité cruciale pour l'Ukraine aujourd'hui et pour sa reconstruction demain. 3 principes guident notre action. Les frontières ne peuvent être modifiées par la force. L'Ukraine doit obtenir des garanties de sécurité durables. L'Europe doit être un acteur central dans toute solution de paix. Depuis 2022, la Croatie a fourni plus de
320 millions d'euros de l'aide à l'Ukraine, notamment l'aide militaire. Et nous avons accueilli plus de 30 000 réfugiés ukrainiens. Soyons clairs, l'Ukraine est aujourd'hui la première ligne de défense de l'Europe. Et ce qui se joue dans les tranchées de Donbass, c'est aussi notre propre sécurité. L'Europe fait face à la situation sécuritaire la plus dangereuse depuis la fin de la guerre froide, marquée par l'agression russe, la montée des menaces hybrides et l'évolution des rapports de force mondiaux. Ces dynamiques créent une pression directe sur notre capacité à dissuader et à défendre. L'Europe doit adapter son industrie, ses stocks et ses investissements pour rester à la hauteur d'un adversaire qui a mis son économie au service de la guerre. La Croatie, pour sa part, a triplé son budget de la défense en moins de 10 ans et s'est engagée à atteindre 2,5% de PIB en 2027, puis 3% déjà en 2030. Nous modernisons en profondeur nos forces armées, nos Rafales, nos hélicoptères de combat Black Hawk et Kiowa Warrior, nos véhicules de combat d'infanterie Bradley, nos transporteurs Patria et nos drones Bayraktar sont déjà opérationnels. Nous sommes en train d'acquérir des chars Léopard, des systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS et des canons automoteurs César. Et nous prévoyons prochainement de renforcer notre marine avec de nouvelles corvettes. Notre aviation de combat est désormais la plus moderne entre l'Allemagne et la Grèce, comblant ainsi une lacune stratégique de longue date sur le flanc sud-est de l'OTAN. Enfin, à partir de janvier, la Croatie introduit une formation militaire de base obligatoire de 2 mois pour tous les jeunes hommes de 19 ans, renforçant aussi la résilience nationale et la préparation de la société tout entière. Nous restons profondément attachés au rôle de l'OTAN, pierre angulaire de notre défense collective. La publication récente de la National Security Strategy des États-Unis constitue une rupture, non parce qu'elle affirme la priorité de l'intérêt national américain, cela relève de tout gouvernement souverain, mais parce qu'elle annonce une inflexion profonde de la manière dont Washington conçoit son rôle dans le monde. Le texte évoque un effacement civilisationnel de l'Europe, la volonté d'en finir avec l'époque où les États-Unis soutenaient l'ordre mondial comme Atlas, un réajustement des engagements militaires américains. La Croatie respecte la souveraineté américaine, ne commente pas tous les détails qui sont dans le domaine de la politique intérieure américaine et reste reconnaissante du rôle irremplaçable des États-Unis dans la sécurité européenne depuis 1945. Mais il nous revient de constater lucidement que cette stratégie pose des questions majeures pour l'Europe sur la pérennité des garanties transatlantiques, sur le partage du fardeau stratégique et sur la capacité européenne à se défendre si l'engagement américain diminue. Cette stratégie ne doit pas nous diviser, mais nous réveiller. L'Europe doit se préparer à assumer davantage sa propre sécurité, non pas contre les États-Unis, mais pour la stabilité de l'espace transatlantique. Comme je l'ai rappelé à Aoste, l'énergie est le socle invisible de la liberté moderne. Tout ce que nous consommons a voyagé, presque toujours grâce au pétrole. Sans pétrole, pas de transport, sans transport, pas de l'économie. Depuis 20 ans, l'énergie disponible par habitant en Europe diminue, non parce que nous consommons moins, mais parce que nous produisons moins, car les réserves européennes de pétrole et de gaz s'épuisent. Cette contraction agit comme une taxe invisible. Elle pèse sur les ménages, nourrit l'insécurité économique et alimente la frustration politique. Notre dépendance extérieure de l'Union européenne est extrême, puisque nous importons 95% de notre pétrole, 80% du gaz et 67% du charbon.
alors que les énergies fossiles constituent encore les 2 tiers de notre consommation. Dans un monde où les grandes puissances font de l'énergie un instrument de puissance, la transition énergétique est un impératif géopolitique. La Croatie apporte à son échelle une contribution concrète à la sécurité énergétique européenne. 54% de notre électricité provient des renouvelables. Nous bénéficions de 20% du nucléaire via Krško. C'est une plante nucléaire qui est physiquement en Slovénie, mais 50% vis-à-vis 5% de propriété Croatie à la Slovénie. Le terminal GNL de Krk porte à 6,1 milliards de mètres cubes a mis la Croatie à l'abri du gaz russe et peut désormais approvisionner nos voisins d'Europe centrale. Notre oléoduc Janaf peut entièrement couvrir les besoins pétroliers de la Hongrie et de la Slovaquie. Il n'existe donc aucune raison technique pour qu'un État membre, y compris la Hongrie, bénéficie d'exemptions au régime de sanctions sur le pétrole russe. En bref, il n'y a pas de souveraineté sans sécurité énergétique. Et pas de sécurité énergétique sans diversification, innovation et coopération européenne. L'agression russe ne doit pas nous détourner de notre voisinage méridional. La Méditerranée est un espace de rivalité, mais aussi un carrefour vital pour l'Europe. En 2026, la Croatie présidera MED 9 sous le slogan La Croatie, porte méditerranéenne de l'Europe centrale. Nos priorités seront une Méditerranée plus sûre, plus durable et plus résiliente. Dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient, la vulnérabilité des routes énergétiques et l'impact du changement climatique. La coopération avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient est indispensable. Notons enfin que la commissaire européenne en charge de la Méditerranée, Dubravka Šuica, est croate, un signe de notre engagement envers cette région stratégique. Permettez-moi quelques paroles sur la politique de l'élargissement de l'Union européenne. Pour nous, c'est une nécessité géopolitique. Pour la Croatie, qui en a bénéficié, il s'agit d'un impératif stratégique, faire avancer l'intégration des Balkans occidentaux et soutenir les pays candidats. À cet égard, la Bosnie-Herzégovine occupe une place particulière. Dans 6 jours, nous marquerons le 30e anniversaire des accords de Dayton signés au Palais de l'Élysée, dont la Croatie fut l'un des consignataires et garants. La stabilité de la Bosnie-Herzégovine exige le respect de son architecture constitutionnelle et l'égalité des 3 peuples constitutifs, tels que définis les accords. Une Bosnie-Herzégovine fonctionnelle, européenne et stable est dans l'intérêt de toute la région et de l'Union. Mais relever les défis institutionnels de notre voisinage ne suffit pas. L'Europe doit également se confronter à un défi plus profond, plus silencieux, mais tout aussi déterminant pour son avenir. La démographie est le fil silencieux qui structure tout le reste, notre économie, notre cohésion sociale, notre capacité d'innovation, au bout du compte, notre aptitude à assurer notre propre défense. Aucun projet européen ne peut prospérer si son socle humain s'érode. Nous assistons aujourd'hui à un basculement démographique sans précédent entre l'Europe et l'Afrique. Il y a 10 ans, l'Afrique comptait environ 1,250 milliard d'habitants. Elle en compte 1,550 milliard aujourd'hui, soit 300 millions de personnes supplémentaires en une décennie. Dans le même temps, la population de l'Union européenne est restée stable, autour de 450 millions. Et d'ici 2050, l'Afrique atteindra 2 milliards et demi d'habitants, tandis que l'Union européenne se maintiendra autour du même niveau qu'aujourd'hui, alors toujours 450
50 millions. Jamais dans l'histoire moderne, un tel écart ne s'était creusé aussi rapidement entre deux continents voisins. Ces dynamiques aura des implications stratégiques majeures, économiques, sociales, migratoires, mais aussi militaires. Si l'Europe ne parvient pas à redresser sa démographie, elle verra diminuer son dynamisme économique, faute d'une main-d'œuvre suffisante, sa cohésion sociale, fragilisée par le vieillissement, son influence internationale, affaiblie par les poids relatifs des autres régions, et surtout sa capacité à défendre son modèle de liberté et de prospérité. L'enjeu démographique n'est donc pas une question sectorielle ou sociale. Il conditionne l'ensemble de la puissance européenne pour les décennies à venir. La Croatie illustre ce défi. 4,8 millions d'habitants en 1991, un peu plus de 3 800 000 aujourd'hui. Alors 1 million presque de moins. 20 000 décès de plus que de naissances chaque année. Nous avons lancé un programme de revitalisation démographique, une stratégie nationale de logement abordable, et la Croatie a inscrit la démographie pour la première fois à l'agenda des dirigeants européens en 2019, menant à la création du premier commissaire européen chargé aussi de la démographie. L'Europe doit aussi devenir un aimant pour les talents, tout en veillant à ce que la mobilité ne vide pas certaines régions de leur jeunesse. Mesdames et messieurs, l'Europe entre dans une décennie décisive. Nous devons faire face à un environnement géopolitique plus dur, tout en préservant notre espace de liberté, de prospérité et d'ouverture. La nouvelle stratégie américaine est un signal fort que le monde change. Elle ne doit pas nous diviser, mais nous réveiller. Elle ne doit pas nous diviser, mais nous inciter à assumer davantage notre propre sécurité, en complément et non en opposition aux liens transatlantiques. La souveraineté stratégique européenne n'est pas un slogan, c'est la condition pour protéger nos intérêts, défendre nos valeurs et garantir la démocratie. Elle exige une défense crédible, une énergie sûre, une industrie compétitive, une innovation forte et des chaînes d'approvisionnement résilientes. L'Union européenne n'est plus qu'un marché. C'est un projet unique de paix et de la solidarité. Le préserver et le renforcer est notre responsabilité collective. En définitive, notre capacité à défendre la démocratie dépendra de notre volonté de bâtir une Europe plus forte, plus unie et plus résolue. Non pas la peur, mais la détermination doit guider notre action. Détermination à investir, à protéger, à innover, à coopérer. Construire une Europe qui compte, une Europe qui agit, une Europe qui dure. Monsieur le directeur, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant pouvoir échanger. J'aimerais rebondir sur un aspect de votre discours qui est une question d'actualité, mais que vous avez évoqué deux fois, qui est la National Security Strategy américaine. Et après avoir décrit brièvement le contenu des 2 pages et demie qu'il y a sur l'Europe, votre conclusion a été la Croatie respecte la souveraineté américaine et ne s'ingère pas dans la politique intérieure d'États étrangers. Certes, mais une des nouveautés de cette stratégie, c'est précisément qu'elle implique une forme d'ingérence, même si évidemment le terme n'est pas employé, dans les affaires intérieures de l'Union européenne, puisqu'il est mentionné explicitement un soutien des États-Unis, de l'administration Trump, aux partis dits patriotes, ceux qui généralement sont qualifiés d'extrême droite ici. Donc ma question, c'est en respectant la souveraineté des États-Unis, mais en constatant ces velléités d'ingérence, de quels outils dispose-t-on pour se défendre? Quels sont les mécanismes de contre-ingérence qu'on pourrait appliquer face à un tel document qui ne manquera pas d'être mis en œuvre? D'abord, merci pour cette question d'actualité. Bien sûr, pour nous, je dirais que le contenu de cette National Security Strategy n'était pas une surprise. Quand on regarde calmement, quand on voit tous les messages qui étaient déjà envoyés pendant les dernières
10 ou 11 mois, c'est un peu la continuité. C'est-à-dire que l'administration du président Trump est très politique. Ils font des choix politiques. Aussi du point de vue quels sont les partis politiques qui sont des partis plus proches à la philosophie politique que le mouvement MAGA ou l'America First a promu dans les différentes campagnes électorales. Alors, je ne trouve pas ça comme, je dirais, une menace. Comment on va se défendre? On va faire notre travail. Et notre travail, comme chacun de nous qui vient aux fonctions publiques, il est là parce qu'il défend une certaine philosophie politique, un programme, les valeurs, les idées. Comme moi, j'appartiens au Parti populaire européen et nous avons une grande tradition. On est maintenant la force la plus euh, je dirais, politiquement la plus forte dans le continent européen et on doit faire notre travail, c'est-à-dire promouvoir nos valeurs. Et c'est à nous d'obtenir le soutien d'abord de notre opinion publique et aussi des électeurs dans chacun des pays. La même chose appartient aux autres mouvements politiques. Mais ce qui est important, je vois que il y a une vide de la reconnaissance de l'Union européenne. Il n'est pas là. Ce que la stratégie a reconnu, c'est l'Europe comme continent. Alors, c'est un espace beaucoup plus large que l'Union européenne. Alors, nous, parfois, nous sommes peut-être un peu l'Union européenne centrique, c'est-à-dire parce que c'est notre travail de chaque jour. Mais en même temps, il faut qu'on fait notre travail, qu'on est plus fort, comme je dis dans mon discours, dans les trois domaines qui sont essentiels, la démocratie, l'économie, la sécurité et aussi, comme il est lié avec toutes les activités humaines, l'énergie. Merci. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de l'élargissement. Et les deux questions que j'aimerais vous poser sont les suivantes. La première, c'est, vous avez quand même une expérience exceptionnelle que j'ai décrite en introduction. Évidemment, c'était pas l'objet de votre discours, mais j'aimerais revenir justement sur ce point-là. Bon, tout le monde, je pense, dans la salle connaît l'article 49 du traité de l'Union européenne, les critères justifiant une adhésion, permettant une adhésion. Et par ailleurs, votre pays a également rejoint récemment l'espace Schengen, la zone euro. Donc là aussi, il y a tout un processus. Ce que j'aimerais que vous essayiez de, j'allais dire, nous faire vivre quasiment de l'intérieur, c'est ce que signifie un processus de ce type quand on est candidat. Quels sont les hauts, quels sont les bas, comment ça se passe, est-ce que c'est un parcours du combattant? Ça, c'est la première question. La deuxième question sur l'élargissement, et cette fois c'est plus pour se tourner vers l'avenir, vous avez évoqué l'élargissement aux Balkans occidentaux, vous avez mentionné la Bosnie, j'aimerais qu'on parle de la Serbie. Quel est aujourd'hui l'état des relations entre la Croatie et la Serbie? Et peut-être si je peux me mentionner un point plus précis, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que des Rafales allaient être vendus à la Serbie? Alors d'abord sur la politique d'élargissement du point de vue du pays qui a entré le plus récent, bien sûr, mais c'était déjà un 1er juillet 2013, alors il y a plus de 12 ans. À l'époque, nous étions le 28e membre de l'Union. Maintenant, on a un peu avancé, on est le 27e. Alors, c'est rare, hein, c'est la seule fois que ça arrivait pour le moment. J'aimerais bien dire quelques points, parce qu'on oublie, le temps passe et on oublie les difficultés parfois. Nos acteurs politiques, nous tous, à l'époque, on a travaillé vraiment énormément sur l'adhésion. On n'a pas trouvé le processus de l'adhésion très juste, parce que nous avons perdu, de notre analyse, plus ou moins 5 ans. Alors, selon les estimations croates antérieures, la juste date de l'adhésion pourrait être peut-être 1 an après la Bulgarie et la Roumanie. Ça, c'est notre analyse. Nous étions bloqués plus ou moins 2 ans et demi par la Slovénie, en raison des questions bilatérales frontalières qui ne sont même pas aujourd'hui résolues. Et on a toujours dit que la question frontalière n'a pas dû être le corpus des négociations. C'était toujours pour nous une question bilatérale. Et deuxième point, c'était la coopération à l'époque avec le TPY pour certains cas qui n'ont pas permis l'avancement des négociations.
pour ces 5 ans qui sont passés, on n'a jamais eu quelques mots de côté. Ce n'était pas si long, excusez-nous, etc. Ça s'est passé, on a fait une fête le 1er juillet 2013 et voilà, on est membre maintenant. Mais il y avait un sentiment chez gens qui ont travaillé beaucoup que c'était très, très lente, trop lente pour nous, ce processus. Ça, c'est le premier point. De point de vue général, c'est un processus unique, c'est une vraie transformation de la société, de l'ordre juridique, des institutions, de l'économie. On a vraiment, une fois achevé cet objectif, fait une transition d'un pays qui vivait dans une économie planifiée. La Yougoslavie à l'époque, c'était une partie, économie planifiée, pas de démocratie, pas des élections, rien. C'était le système de l'Est un peu light dans le contexte de positionnement international de Tito avec le mouvement non aligné. Mais quand même, c'était un grand travail. On est très content et très fiers que nous sommes là. Sur l'élargissement en général, on a deux processus, je dirais, parallèles. Un, c'est le processus des pays de l'Europe du Sud-Est. Ce sont des voisins de la Croatie, les pays de l'ancienne Yougoslavie plus Albanie. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on n'a que l'Ukraine et la Moldavie. Dans les Balkans, je dirais, plus longue la période où nos voisins ne sont pas dans l'Union, plus d'espace pour impact, influence et aussi une autre stratégie ou une autre direction de ce pays pour les autres grands acteurs globaux qui ne dorment pas, qui sont tous là. Alors ça, c'est le premier point. Il faut l'accélérer pour compléter cette vide qui existe dans la carte européenne, dans l'Europe du Sud-Est. Pour nous, logiquement, la Bosnie-Herzégovine est la priorité parce que le peuple croate est aussi le peuple constitutif dans la Bosnie-Herzégovine. On est des voisins de trois côtés, de nord, de l'ouest et de sud. Alors, nous avons fait des énormes avancées politiques, diplomatiques pour aider la Bosnie-Herzégovine et ce que nous aimerions bien maintenant, que les vraies négociations vraiment soient ouvertes. On a pris cette décision d'ouverture de négociations au niveau du Conseil européen qui n'était pas facile. Il fallait que moi et Madame von der Leyen, à l'époque, Première ministre des Pays-Bas, Rutte, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'OTAN, qu'on une visite ensemble et qui finalement certaines réserves qui existaient dans le système politique hollandais soient levées. De la Serbie fait des efforts, il essaye de un peu rattraper qui a fait déjà Monténégro, parce que Monténégro est, quand on regarde objectivement, le pays plus avancé. Ils ont eu du malheur d'avoir cette situation politique interne qui dure presque 2 ans, de démonstrations intensives ça se fait plutôt un amalgame de tous les possibles, je dirais, aspects de l'opposition. Mais s'ils remplissent les critères, euh, ça serait très bien pour la Serbie et pour nous. Quand il s'agit des Rafales, d'abord, il faut savoir que la Croatie a acquis les Rafales après la signature des accords en 2021, pendant la visite du président Macron à Zagreb. Quand on a signé aussi le partenariat stratégique, ce qui s'est passé après, c'est un achat de 12 Rafales aussi par la Serbie, mais qui ne sont pas équipés d'équipements de même manière. Il s'agit d'un équipement qui est différent quand il s'agit des Rafales qui sont compatibles pour tous les autres avions de pays membres de l'OTAN et les pays que ne sont pas. En tout cas, la Croatie est en train de compléter la transition de notre équipement militaire de la technologie de l'Est à la technologie de l'Ouest. Et c'est un investissement massif, un changement stratégique, et on va le compléter en regardant ce qui se passe dans notre voisinage, mais toujours d'abord sur de nos propres capacités militaires. Merci. Je vous pose une dernière question, ensuite je passerai la parole à Paul Maurice. La question que j'aimerais vous poser est à cheval entre les questions de mémoire et puis l'évolution politique intérieure de votre pays, la Croatie. J'ai été assez surpris de voir la presse française relater dans de nombreux articles un concert qui a eu lieu à Zagreb cet été du chanteur Thompson.
qui a réuni un demi-million de personnes dans la capitale. Ce chanteur est présenté dans la presse comme proche de l'extrême droite et des nostalgiques des Oustachis. Et ce concert a même pu être décrit comme un symptôme de la banalisation de l'ultranationalisme. Alors ma question, c'est d'une part, est-ce que vous pensez que cette analyse de ce concert est juste, c'est-à-dire que c'est effectivement un symptôme de l'ultranationalisme? Et la deuxième question, la deuxième partie de la question, c'est pourquoi vous pensez qu'il y a eu un tel écho de ce concert à l'étranger et notamment en France? Je n'ai pas vraiment suivi en détail ce qui s'est passé comme des échos de concert en France, honnêtement, mais je suis en train de suivre ce qui se passe en Croatie. Alors d'abord le contexte. Il s'agit d'un musicien qui a performé les mêmes chansons qu'il performe pendant les dernières 35 ans. On n'a pas de nouvelles. C'est pas une hit qui était écrit il y a 2 mois, hein. C'est une chanson qui date de 1991. Les autres sont venus après. Il est très populaire parmi les jeunes parce il est un musicien qui chante des chansons qui sont très patriotiques, qui est rare. Aujourd'hui, on est plutôt je regarde mes propres enfants, ils sont au Corée du Sud, c'est qu'ils écoutent. C'est vrai. Alors, pour certaines jeunes, ça c'est très populaire et très, très attractif. Deuxième point, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Nous, comme le parti centre-droite, on est au pouvoir déjà 10 ans et nous serons là jusqu'à 2028. Alors, une certaine partie du spectre politique, notamment de gauche, ils utilisent chaque opportunité un peu de créer la polarisation et essayer de faire les points vis-à-vis ses propres électeurs. Alors, selon moi, c'est une histoire complètement exagérée de proportions, qui a fait des échos euh, parce que certaines journalistes qui sont plus ou moins tous de background de gauche, politiquement, ont écrit beaucoup des articles. Et c'est tout. Rien n'a changé. La ligne croate, c'est être dans l'Europe démocratique, des valeurs. Et c'est logique que certains acteurs politiques aiment bien utiliser ce thème pour créer quelques points de plus dans les sondages. Mais hier, il y avait un sondage et nous avons un peu monté. Et les sociodémocrates, ils ont un peu plus bas. Mais voilà, ça se passe. Ce qui est important, il n'y a rien de nouveau. Sauf que c'était rare à Zagreb qu'il organise les concerts. Il les a tenus d'autres parts de Croatie. Et les gens de Zagreb n'étaient pas vraiment au courant de masse de gens qui aiment bien cette musique. C'est ça, ces 500 000 personnes qui étaient là, c'était une grande surprise pour beaucoup des acteurs politiques. C'est ça. Oui, vous avez rappelé la taille du pays, moins de 4 millions d'habitants, donc c'est vrai que 500 000 personnes, c'est quand même très très Non, important. c'est important. Ouais. Je ne dirais pas que mais c'était dans l'hippodrome, c'est grand, hein. C'est comme chez vous, port de terre. Paul Maurice, donc secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, malgré mon titre, j'ai effectivement été en lien avec les autorités croates dans mes fonctions précédentes, fonctions diplomatiques précédentes. Et donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué en substance la question de la souveraineté européenne dans votre discours, dans les questions qui ont été posées. Alors, ma première question serait, et je vais vous poser une deuxième ensuite, serait sur la notion de souveraineté qu'on imagine toujours très française quand on la présente. Donc, comment est-elle perçue en Croatie en général et puis par votre gouvernement? Et ma deuxième question, pour aller un peu plus loin, on a évoqué les Rafales. Vous avez évoqué et rappelé l'attachement atlantiste de la Croatie depuis l'intégration à l'OTAN. Et en général, les pays membres de l'Alliance Atlantique, pour des raisons de partage nucléaire ou autres, font plutôt le choix des F-35. Et on l'a observé. Et on considère, je force le trait pour alimenter un peu le débat, que cette question de la souveraineté européenne et des Rafales est encore une fois très française. Vous avez évoqué aussi d'autres choses, les Césars, etc. Donc ce choix de la souveraineté européenne, alors il fait plaisir aux Français, c'est vrai, mais d'une manière plus générale, vous appliquez cette question de
on défend l'Europe avec des produits européens, en l'occurrence français, mais vous avez aussi évoqué les léopards allemands. Donc, comment est-ce que vous articulez ça avec l'engagement atlantiste de la Croatie? J'aimerais bien avoir votre analyse sur la Oui. situation. Alors, sur la Rafale, on a fait un processus vraiment diligent, très filtré, très filtré. Et ce qui était important, que de 4 offres qu'on a eues, les Rafales étaient meilleurs. Comme l'appareil. C'est ça aussi qui est important. Vous allez Alors, faire plaisir aux Français, là. c'est vrai. De 7 choix qu'on avait, les 4 avions, Rafale, les caractéristiques techniques, performances et tout ça étaient sans doute les meilleurs. Alors, on a fait un bon choix. Et déjà, je crois que c'est 2025-26, je crois que les frais, le coût étaient déjà payés. Je crois qu'on va finir pendant le printemps 2026, c'est réglé. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a acheté des Rafales pendant le processus de l'adhésion à zone euro. Quand vous adhérez à zone euro, vous le savez bien, il faut respecter les critères de Maastricht. Alors aussi, la dette était quelque chose qu'on a dû calibrer d'une manière intelligente, de faire ce processus comme ça que le déficit budgétaire toujours reste au-dessous de 3%. Alors c'était aussi pas seulement en technique, performance militaire, armée aérienne, etc., mais aussi d'une manière financement dans le contexte de l'adhésion de zone euro. Ça, on ne parle pas très souvent de ça, mais c'était aussi une des considérations lesquelles le gouvernement a dû tenir compte. Alors, dans le contexte des Rafales, dans le contexte de la technologie militaire et industrielle et la base industrielle, je crois que euh, la logique de mon gouvernement, de moi, personnellement, était comme ça. Si on prend les prêts de l'initiative SAFE, on a pris 1,7 milliard d'euros, tout ce qu'on va acheter, c'est européen. Alors, c'est une prête européenne et on va acheter la technologie européenne. Alors, on n'a pas pris une prête qui était très attractive du point de vue de taux d'intérêt et acheté la technologie de n'importe où. On a acheté la technologie européenne. C'était une décision, un choix politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon ministre, je crois, il est où? Il est à Satori, Zvonko. Il est où, Anušić, maintenant? Satori. Il est à Satori. Il va signer le nouveau contrat sur les César, canon César. Dans 2 jours, nous serons à Berlin avec le chancelier Merz et nous allons signer un accord sur les chars, sur les chars, pardon, j'ai oublié, sur les chars Léopard. Alors, c'était un choix politique, mais aussi un signal, comment la Croatie voit la stratégie autonome de l'Europe. C'est ça. Parce que euh, tout ce qui se passe dans le monde va accélérer, je dirais, les finalités politiques du discours du président Macron sur la coupole il y a combien? 8 ans. On y est. C'est ça qui se passe maintenant. Nous sommes arrivés à ce moment-là. Merci beaucoup. Une deuxième question, vous avez évoqué dans votre discours annuel du 15 octobre le bilan économique très positif de la Croatie, avec une croissance, alors qui se tasse un peu, si j'ai bien compris, mais une croissance très importante. Comment faites-vous? Peut-être que vous pouvez nous donner, alors outre le tourisme que vous avez évoqué, mais qu'est-ce qui fait que la Croatie est dans cette dynamique positive, avec une baisse de la dette publique également de la Croatie, et quels seraient peut-être les enjeux à venir de l'économie croate, mais aussi européenne, sur les questions de compétitivité européenne? J'en reviens à la question de la souveraineté, comment pouvons-nous être davantage souverains sur l'innovation, sur les investissements, de votre point de vue d'un pays qui semble réussir? Merci. Vous avez lu mon discours de 15 octobre devant le Parlement. Ça, vous êtes peut-être le seul. On est deux. Vous êtes deux. C'est 1 heure, hein, quand même. C'est 1 heure. Il faut la lire. Bon.
Alors, quand j'ai pris la fonction de Premier ministre, comme vous avez évoqué, 9 ans, 1 mois et 19 jours, en 2016, mon priorité était très simple, accélérer le processus de catching up avec les pays de l'Europe centrale et orientale qui ont entré dans l'Union en 2004, le 1er mai. Alors, il y avait 10 ans de différence. Il y avait cette vide de propos à la pause certaine de l'intégration européenne pendant les années 90 grâce à la guerre et tous les dommages qu'on a eu, tous les problèmes qu'on a eu. La société n'était pas, je dirais, habituelle pendant les années 90. Alors je dis, plus ou moins décembre 2016, je veux Schengen, je veux zone euro et je veux OCDE. Maintenant. Et on a fait un grand travail d'accélération de toutes ces réformes qui étaient nécessaires. Nous sommes pour le moment le seul pays qui est entré zone Schengen et zone euro la même année, le même mois et le même jour. Jamais un autre pays a réussi de faire les deux intégrations plus profondes le même jour. Et aussi, le OCDE, nous sommes pratiquement devant la porte de l'OCDE, ministre des Affaires étrangères qui est là, il est notre chef négociateur. Il ne reste que 4-5 points qui sont à la table pour compléter ce processus. Alors, l'économie croate, quand je regarde le PIB absolu de 2016, c'était autour de 47 milliards d'euros. Fin 2025, nous serons autour de 93. C'est pratiquement 100% de plus. Quand je regarde le développement selon le critère de PIB per capita, la Croatie était au 61-62%. Aujourd'hui, nous finissons cette année à 78%, la moyenne européenne. Alors, c'est-à-dire que si vous vivez en Croatie, vous voyez le progrès. Vous pouvez dire, OK, le gouvernement, ils font n'importe quoi, tout va mal, etc. C'est une catastrophe. Mais en même temps, vous savez que ce n'est pas comme il y a 10 ans. Il y a un progrès qui est visible. Pour moi, l'élément plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 1 750 000 de gens qui travaillent. Seulement 75 000 les gens qui ne travaillent pas. Quand j'ai devenu Premier ministre, il y avait 6 employés sur un au chômage. Aujourd'hui, il y a 23 employés, un au chômage. Alors, c'est une situation tellement différente et tellement plus positive que l'investissement qu'on a fait dans le développement régional, dans les infrastructures, de soutenir aussi la nouvelle stratégie d'industrie que le ministre de l'économie qui est là va présenter dans le premier quart de 2026, ça va aider la Croatie de s'adapter aux grandes tendances globales, c'est-à-dire le numérique, ça c'est très important, mais aussi la vraie production, parce que parfois, on a toujours une image qu'on est trop dépendant sur le tourisme et les autres industries qui sont liées avec le tourisme, qui est bien, qui est super. On est très content, on est heureux d'avoir la côte adriatique, vous la connaissez, alors il faut profiter. Mais ce n'est pas le seul moyen. Aussi l'agriculture, aussi la technologie qui est dans tous les autres domaines de l'industrie pour faire, genre, je dirais, choisir la Croatie. On ne parle pas très souvent de fait que pendant les premières années de notre statut comme membre de l'Union européenne, il y avait pas mal de Croates qui ont vu la différence de salaire en France ou en Croatie et que la France était beaucoup plus attractive. Aujourd'hui, quand ce que je gap, le fossé est diminué, hein, est beaucoup plus moins. Les gens regardent 2 ou 3 fois s'il faut maintenant utiliser cet droit de libre circulation ou rester chez nous. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont maintenant décidé de rester en Croatie et qui est bien.
J'aurais une toute dernière question. Alors, vous avez évoqué le partenariat stratégique de novembre 2021, de la signature du plan d'action en 2023 et de votre visite aussi pour la signature de ce nouveau plan d'action. Ma question est très concrète parce que vous vous exprimez dans un français parfait aujourd'hui. Vous êtes là avec une partie de votre gouvernement qui parle très bien français. Comment renforcer, pour rebondir sur ce que vous disiez, la coopération franco-croate aussi dans le domaine culturel, dans le domaine de l'apprentissage de la langue, des échanges commerciaux qui peuvent en déduire, et j'ai parfaitement honte de ne pas pouvoir vous répondre dans un croate aussi bon que votre français, et comment renforcer notre coopération, j'allais dire, plus bilatérale et culturelle au sein de l'Union européenne. Pour moi, la réponse est simple. Mon directeur de cabinet, il est un franco-croate. Alors, c'est lui qui m'aide. Chaque soir, on parle un peu en français. Comme ça, je n'oublie pas. Non, je blague. C'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il faut promouvoir la diversité linguistique. Malheureusement, comme partout, l'anglais domine, c'est vrai. Même il y avait une sondage que les Croates, après les Hollandais, sont le deuxième pays dans l'Union européenne qui parle l'anglais mieux que les autres. Ça, c'est intéressant. Il y a quelques jours. Moi, j'étais aussi un peu surpris. Je ne pensais pas que nous sommes si haut, mais ça, c'est la réalité. Mais en même temps, dans notre système scolaire, on essaie de promouvoir l'allemand, français, l'italien, un peu moins l'espagnol. Ce sont les quatre langues qui sont là. Je crois que dans les écoles primaires, il y a autour de 2% des élèves qui prennent aussi le français. Selon moi, c'est pas trop. Il faut accentuer, il faut. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez, pas du tout. Mais on fait face à cette dominance de l'anglais, malheureusement, partout. Mais on essaye. Voilà, même cette conférence, ça va contribuer, peut-être à inspirer quelqu'un d'apprendre le français en Croatie. On l'espère. Moi aussi. Bien, on n'a pas eu de questions encore sur Ukraine, Russie. Je suis sûr que ça viendra de la salle, mais j'aimerais juste rebondir avant d'ouvrir sur les questions économiques. Vous avez évoqué les critères de Maastricht, le respect de l'endettement, les 60%. Et puis, on a senti à votre réponse sur l'élargissement qu'il y avait aussi un petit peu d'amertume quand même par rapport à la lenteur du processus et peut-être à une forme, Europa de vitesse, c'est trop fort, mais enfin, voilà, on sent que parfois il y a un manque aussi de cohésion, de cohérence. Et j'aimerais vous interroger là-dessus, sur l'endettement, sur les critères de Maastricht. Euh, on est dans un pays, de la France, où on a eu un dérapage de l'endettement assez impressionnant, avec pour conséquence un assouplissement des règles. Ma question, c'est comment, après tous les efforts que vous avez faits, vous percevez ce type d'assouplissement et est-ce que vous pensez que si la Croatie avait été à plus de 110% d'endettement par rapport à son PIB, elle aurait eu le droit à un tel traitement? Non. Question claire, je dois répondre. Parce que pour nous, c'était très important de diminuer le dette par rapport au PIB. Après la pandémie, nous étions à 87-86%. Maintenant, nous finissons l'année 2025 autour de 56. 56, alors 30 points de pourcentage de moins. Pour moi, quand j'ai commencé, on avait la procédure, comment dire, les macroeconomic imbalances, comment on dit ça? Déséquilibre macroéconomique et excessive deficit procedure, šta zvonko na francuskom. Et la procédure de déficit excessif. Alors, c'était le premier devoir. Il faut se débarrasser des deux. Hein. C'était le devoir de 2016. J'oubliais les noms français, excusez-moi. Non, mais votre directeur de cabinet parle mieux français de Bruxelles que nous, en tout cas. Hein. Ah oui, 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 oui. Il pratique aussi. Alors, une fois qu'on s'est débarrassé de cette situation, on a doucement, doucement avancé, on est arrivé où nous sommes. Je crois que pour nous, qui ont vécu le statut de notre note dans notre notation souveraine dans un basket qui s'appelle, dans le contexte
dans le mot anglais, de garbage. Maintenant, après 5-6 ans, sous-investissement, maintenant dans un niveau d'investissement, je crois qu'on a fait des grands pas en avant et il faut les maintenir. Alors, de la réputation, c'est très difficile d'obtenir, mais très facile à perdre. C'est pour ça qu'on veille. Merci. Alors, il y a plusieurs questions déjà, et il y a un micro qui va circuler. Je vois 3 questions, donc il y en a une au deuxième rang, une au troisième rang. Il y a 2 mains aussi qui se sont levées là, et puis il y en a une au premier rang. On va s'arrêter sur ces 5 premières questions pour le premier round. Oui. Dobar dan, gospodine predsjedniče vlade. Je suis l'ambassadeur du Kosovo en France. Merci pour votre intervention et merci surtout à IFRI d'organiser cette rencontre. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, depuis juin 2023, la Commission européenne maintient des mesures restrictives à l'égard du Kosovo. Et ce, malgré les progrès que nous avons réalisés, y compris l'organisation dernièrement de nouvelles élections municipales dans les 4 communes à majorité serbe, où les maires ont désormais repris leurs fonctions. De même, malgré le vote positif de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, notre adhésion n'a pas été inscrite à l'ordre du jour du Comité des ministres à 2 reprises. Pensez-vous que dans ces conditions, l'Union européenne risque de mettre en péril sa crédibilité et son engagement envers l'intégration des Balkans occidentaux, et particulièrement envers le Kosovo, où 95% de la population souhaite rejoindre l'Europe? Quel rôle la Croatie peut-elle jouer pour que ce blocage soit enfin levé? Et peut-être une sous-question. Vous avez parlé d'un retard de 5 ans de l'Europe envers l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. Que va faire la Croatie pour que cela ne se passe pas avec le Kosovo ou les quelques pays qui veulent entrer dans l'Union européenne dans cette région? Vous voulez répondre à celle-là ou on regroupe les questions? Je peux répondre si vous voulez. Allez-y, parce que c'est une question Je ne sais importante. pas comment vous avez prévu, comme ça Allez-y. on va oublier presque les questions. Je prends des notes pour vous. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, les quelques points plus simples. Le Kosovo est un ami pays de Croatie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a plusieurs fois dit dans le niveau configuration de conseil que ce système de pénalisation de Kosovo que la Commission européenne tient toujours n'est pas juste. Alors, nous sommes contre. Quand il s'agit de votre adhésion au Conseil de l'Europe, on est d'accord. On a dit ça aussi au secrétaire général, on a dit ça dans le Conseil des ministres à Strasbourg. Et c'est la position très claire. Mais nous ne sommes pas le seul qui prend les décisions. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous promettre ou dire est-ce que des années qui viennent seront à propos de l'adhésion rapide ou moins rapide. Il faut toujours tenir compte qu'il y a 5 pays de l'Union qui n'ont pas reconnu Kosovo, qui est, selon moi, le plus grand problème pour l'avancement international de pays. Merci. Question juste derrière. Oui, Monsieur le Premier ministre, donc Denis Verret, je suis vice-président d'Eurodéfense France. Vous avez évoqué le programme CEF. Effectivement, la Croatie a emprunté 1,7 milliard, c'est 0,5% de son PIB, donc c'est très important. Mais il s'agit encore d'un emprunt national. La question porte sur les emprunts communs pour la défense, comme suggéré par le rapport Draghi, comme évoqué, comme non exclu par le Premier ministre Merz. Que pense la Croatie d'Eurobonds pour la défense? Merci, on va regrouper les questions. Je prends notre Arnaud Ngancha. Premier rang, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Arnaud Gatcha, je suis l'adjoint international de la mer de Paris. Je voulais vous poser une question. Vous aviez, à juste titre, soulevé la question de la démographie, en tout cas, qui est un enjeu et un problème essentiel en Europe. Nous-mêmes, même la France, aujourd'hui, nous commençons à voir notre démographie fléchir lourdement avec l'ensemble des pays européens. Et vous avez évidemment comparé cela avec une démographie très élevée, notamment du continent africain. Et ma première question était comment vous voyez, alors qu'on voit la montée de certains nationalismes, notamment en Europe, par peur aussi de migration qui viennent du continent africain vers l'Europe. Donc, quelle est votre observation? Comment vous jugez cela? Et puis, plus après, localement, je dirais,
Nous avons des discussions, un partenariat avec le maire de Zagreb, notamment, qui est un partenaire notamment au sein de l'Alliance des maires européens, avec qui nous travaillons beaucoup. Et quelle est votre, en tant que Premier ministre, votre position concernant vos relations avec les collectivités locales et territoriales? Comment vous voyez ça politiquement? Merci. Bien, on va répondre à ces 3 questions en réalité, et puis ensuite on passera de l'autre côté de la salle. Il y a plusieurs mains qui se sont levées. Allez-y, Monsieur le Premier ministre. Donc les eurobonds. Oui, sur l'endettement, c'est une question horizontale. On voit un changement de point de vue à Berlin par rapport à ce qui s'est passé après le pandémique. Alors, le EU Next Generation, c'était une première. Je crois il a fait beaucoup de bien aux pays qui ont utilisé ces fonds. Pour la Croatie, après la Grèce, nous étions le 12e pays qui a profité du point de vue du montant. C'était presque de 15% de notre PIB. 15%. Alors, on va utiliser chaque euro de ce 10 milliards et 40 millions d'euros. Et ça nous a aidé énormément, y compris pour la reconstruction de la ville de Zagreb à propos des collectivités locales et une région de Sisak qui est 40 km de Zagreb, qui était touchée par un tremblement de terre massif en 2020, qui était pratiquement au centre de la ville urbaine. Et là, on a vu que, par exemple, les règles qui existent dans l'instrument qui s'appelle le Fonds de solidarité européenne, le fonds est bien, il est sympathique, mais il n'est pas prévu pour les grandes catastrophes dans les centres-villes, parce que les délais pour mettre en œuvre ces fonds qui sont à la disposition sont très courts, c'est 18 mois. Pendant les 18 mois, c'est difficile à reconstruire que soit n'importe quel bâtiment. Et on a, grâce à notre travail, et Madame Obolyanet ici, on a présenté un cas par les dommages secondaires qui étaient faits par le deuxième tremblement de terre. Et heureusement, on a réussi de prolonger le délai aux 30 mois et on a utilisé tout l'argent qui était disponible. Alors, ce qu'on a sur l'endettement commun sur la défense européenne, sur les Eurobonds, là, il faut un débat stratégique au niveau du Conseil. Comment réagir avec les fonds qui sont disponibles, avec les moyens kako se kaže Zvonko, prihodna strana proračuna, les recettes qu'on a, et avec des besoins qui ne sont pas prévus. Chaque 2-3 ans, on a une situation qui n'est pas prévue. C'est là où est le problème. Maintenant, c'est le financement de l'Ukraine. Demain, c'est la défense. Hier, c'était la reconstruction économique après Covid, le grand problème, les grandes réponses. Alors, c'est pour ça qu'il faut trouver une stratégie où les grands pays, parce que c'est pas vraiment tellement difficile à moins d'être très courageux, quand la contribution croate est beaucoup plus modeste que la contribution française ou la contribution allemande. Je dis ça toujours en Croatie, quand on parle de l'Union européenne, on parle pratiquement jamais du fait que 80% des recettes de budget européen viennent des 10 pays qui sont les plus développés. Alors c'est un équilibre très clair, mais on ne le mentionne jamais. Moi, je suis très conscient de cette situation et pour ça qu'il faut la valoriser. Alors pour nous, comme je vous ai dit, on a demandé cette exception nationale par rapport à l'endettement, mais pour le budget de demain 2026, on n'a pas utilisé. On a fait l'effort. On a fait l'effort pour rester dans le cadre. Alors ça, vraiment, dépendra des négociations, notamment avec l'Allemagne. On a même situation maintenant pour ces, avoirs gelés, ces avoirs gelés qui sont à Euroclear ou des autres institutions financières. Merci. Donc il y avait une question aussi sur la démographie. Sur la démographie, pour nous, c'est le problème essentiel de la nation croate. Alors, on a perdu dans 35 ans presque 1 million d'habitants dans un pays qui a 4,8. C'est énorme. Imaginez que la France perd, je ne sais pas, 12-13 millions d'habitants dans 30 ans. Ça, c'est trop. Alors, on a un investissement massif. Maintenant, c'est plus
de 800 millions d'euros pour la politique familiale, pour tous les possibles moyens que l'État peut donner aux familles et pour renforcer la famille et créer les conditions que les familles ont plus d'enfants. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la population croate a vieilli. Une fois que vous passez certain temps, c'est difficile. C'est pour ça que c'est un processus euh, très délicat et il faut changer aussi un peu la mentalité et créer les conditions avec une politique d'habitation qui est affordable, comme on dit. Affordable, donc abordable. Ça, c'est essentiel. C'est ça qu'on fait. Par rapport à la politique de collectivité locale, on a fait une énorme réforme sur le financement. Alors, toutes les collectivités locales, quand on compare la situation avant mon gouvernement et après, tout ça a changé. Ils ont beaucoup plus de moyens de financement qui est directement la recette des collectivités locales. Ils sont aujourd'hui avec un double décentralisation financière et fonctionnelle beaucoup plus fort et important qu'avant, notamment dans le contexte de deux principes de subsidiarité et la proportionnalité. Merci, Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame. Alors, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je présente Meggy Baudet, première secrétaire à l'ambassade d'Albanie en France. Comme vous l'avez aussi mentionné, la Croatie et vous-même personnellement avez toujours été des fervents défenseurs de l'intégration des Balkans occidentaux à l'Union européenne. Donc, quels enseignements de la trajectoire croate vers l'Union européenne pourraient être particulièrement utiles pour les Balkans occidentaux, et notamment l'Albanie aujourd'hui? Et dans ce contexte, comment évaluez-vous les derniers progrès accomplis par les pays qu'on appelle des frontrunners, comme par exemple l'Albanie, qui a ouvert déjà l'ensemble des chapitres de négociation à l'adhésion? Merci. Merci. Il y avait une question juste devant, et ensuite il y aura Guillaume Lagarde, et ensuite Monsieur, et puis on vous répondrait, et puis on prendra les autres questions après. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, bon, déjà, merci pour l'organisation de cette conférence. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Mélodie Srantuan, je suis la vice-présidente étudiante de Sorbonne Université. Et vous savez, il existe des Français qui apprennent le croate comme moi. Je suis en master études de l'Europe centrale avec une spécialisation en études croates. Donc, j'apprends Bravo. le croate. Merci. La Vous professeure pouvez poser la question en croate? je suis pas encore. pas Ok. encore, mais L'année prochaine. Oui. Ma professeure de croate est juste à côté de moi, justement. Elle m'accompagne. Donc, ma question, c'est... en fait, ma question, elle est de mon compagnon. Il est croate. Et après ses études, il est parti travailler à l'étranger. Mais son pays natal lui manque. Et il a vu que votre gouvernement met beaucoup en place pour faire revenir les Croates au pays. Et du coup, ma question est, est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour les Croates et leurs compagnons françaises comme moi qui veulent s'installer en Venez tous les Croatie? deux, même la professeure. Ah, bon, c'est très sympathique. Merci. Alors, On va encore prendre deux questions, et puis après je vous laisserai répondre, Monsieur. Oui, je les note. Guillaume Merci Lagarde. beaucoup. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Guillaume Lagarde, ministère des Armées. Alors, mes deux questions sont plus générales. J'ai une première question sur le rapport que la Croatie entretient avec la Chine. Notre président revient de Pékin. Vous êtes membre, je crois, du 14+1. Comment vous voyez le rapport avec la Chine? Je sais que par le passé, l'attribution de marchés publics croates à des entreprises chinoises a fait parler. Voilà, quel est votre rapport à ce pays? Et deuxième élément, s'agissant de la démographie, évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quid des migrations? Est-ce que ça peut être vous avez beaucoup insisté sur la démographie africaine, mais globalement, comment la société croate, qui je pense était jusqu'ici, enfin, l'immigration était peu importante, comment est-ce qu'elle aborde ce sujet? Et en particulier, et pour nous relier à la question américaine, comment vous entretenez votre relation avec votre parti dans la coalition, je crois, le mouvement patriotique, il y a peut-être des options différentes que les vôtres sur ce sujet. Merci. Et Guillaume, si vous pouvez passer le micro juste devant. Merci. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre exposé. C'était très important, très intéressant. Je suis Igor Nikolov, ambassadeur de Macédoine du Nord. Donc, j'ai une très simple question. C'est peut-être... vous savez qu'à l'époque, les deux pays, nous étions des frontrunners. Mais depuis,
il y avait certains obstacles sur notre côté. Donc, récemment, il y avait un forum de paix à Paris. Il y avait notre présidente qui était là. Elle a mentionné que le pays, Macédoine du Nord, elle est candidat pour l'Union européenne depuis 2005. Après 20 ans, on est toujours pays candidat. Donc, les enfants qui étaient nés à partir de 2005 jusqu'à maintenant, ils sont à la faculté maintenant. Et comme elle est professeure à la faculté, elle n'arrive pas à expliquer comment on est toujours pays candidat, tandis que entre le temps, on a changé la constitution, on a changé le nom, on s'appelle Macédoine du Nord. Donc là, il nous demande encore une fois de changer une constitution. Et la demande qu'on espère comme un pays, c'est qu'il y a un processus qui est prévisible, puisque chaque fois, on voit pas le bout de fin des négociations. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je rappelle, on a l'Albanie, la Macédoine du Nord, ça peut peut-être être regroupé. Ensuite, on a le retour en Croatie, je ne sais pas si vous voulez commenter davantage, et la migration et les relations avec la Chine. Ok. D'abord, quelques mots sur l'élargissement en général. Après, je vais toucher les deux pays concernés, pays amis, l'Albanie et Macédoine du Nord. Par rapport à la commission Juncker et la commission 1 de von der Leyen, je sens cette fois une vraie volonté politique de aboutir avec une adhésion concrète. Maintenant, ça se sent partout. Et c'est un grand changement, honnêtement. En tout cas, moi, je suis là déjà presque 10 ans au Conseil. Vous pouvez un peu sentir quelle est l'atmosphère. Maintenant, je vois une ouverture. Il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir, qui était fermée jusqu'il y a quelques mois. Ça, c'est le point très important, politiquement, peut-être le plus important. Ce que je vois comme comme un vrai obstacle, c'est que doucement, dans les couloirs, le fameux quatrième condition au critère de Copenhague, mais Copenhague de 93, qui s'appelle la capacité d'absorption de l'Union, est de nouveau là. Il s'est endormi pour quelques années. Mais maintenant, les grands pays ont une perspective qui est un peu différente par rapport aux petits pays. J'ai demandé, il y a 5 jours à Zagreb, il y a eu une conférence d'économistes, j'ai demandé à un grand public, il y avait 200 personnes, qui est-ce qui se souvient le temps quand les 5 grands pays de l'Union européenne à l'époque avaient 2 commissaires? Personne. Alors, en Croatie, on a oublié le temps quand, par exemple, la France avait 2 commissaires. À un certain moment, ils ont renoncé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un élargissement et avoir une commission de, non, je sais pas, 45 membres, c'est pas normal. Alors, ça, c'est le premier point, capacité d'absorption, pas seulement du point de vue budgétaire, qui peut se régler. Je mets une petite réserve sur la grandeur de l'Ukraine, parce que ça change les choses d'une manière différente. Les autres, avoir autour de la table, avec l'unanimité et tout ça, tellement des pays qui ne contribuent pas tellement au budget, mais peuvent décider ou bloquer un processus, c'est un vrai sujet. Ce sujet est devenu beaucoup plus important après le débat de nomination des plus hauts postes des institutions européennes en 2019. En 2019, c'était un choc, un vrai choc pour les grands pays, un vrai choc. Et ça a changé le donné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'Albanie. L'Albanie a fait un grand progrès après beaucoup de frustrations de mon ami qui ont duré pour des années et des années, M. Edi Rama, qui est là pour le 4e mandat. Et alors maintenant, je vois une accélération. Et cette accélération se déroule dans un contexte beaucoup plus positif général, mais aussi grâce à votre travail. Alors, tous les compliments, c'est ça que je peux dire. Mais j'étais parfois, parce qu'Eddie, il est très charmant, il a même essayé de tester les idées d'un
statut de quasi-membre. Moi, personnellement, je suis contre. Je crois qu'une fois qu'il y a cette institutionnalisation de statut de quasi-membre, devenir le vrai, c'est un peu comme Godot, hein. On attend, mais il ne vient jamais. Et aussi, il y a un grand problème. Moi, j'étais ici en poste à Paris entre 2005 et 2010, quand la France a changé les règles constitutionnelles pour les futures adhésions. Notre travail à l'époque, j'étais presque comme vous, un peu plus haut dans l'ambassade, mais mon tâche était, dans toutes les possibles manières, éviter qu'il y ait un référendum en France sur la Croatie. Et selon les règles positives actuelles, la Croatie était la dernière pour laquelle vous n'avez pas besoin ni d'un référendum, ni de 3/5 de vote de la session conjointe de l'Assemblée nationale et Sénat à Versailles, qui n'est pas facile. Regardez le paysage politique maintenant, obtenir 3/5 au Parlement, good luck, hein? Pas facile. Alors ça c'est le contexte plus large auquel il faut tenir compte. Ça, c'est mon point principal sur l'Albanie, mes compliments. Pour la Macédoine du Nord, moi, j'étais adjoint secrétaire général de l'organisation du premier sommet Balkans occidentaux de l'Union européenne, qui se passait à Zagreb, 24 novembre 2000, il y a 25 ans. C'était président Chirac à l'époque. L'Union avait 15 membres. La Macédoine, pendant ce sommet, fait paraffer l'accord de stabilisation et d'association. Alors, nous n'étions pas le front runner avec nous. Vous étiez avant la Croatie. Je ne sais pas si vous souvenez de ça. Il y avait votre collègue Dimitar Belchev qui se souvient de tout ça. Je ne sais pas s'il est toujours là. Alors, la Macédoine du Nord était le numéro 1 en 2000, novembre 2000. Et maintenant, il y a 25 ans. C'était une réunion publique. Je ne veux pas dire tout ce que je pense, ce sera. Alors, il y avait la question sur la Chine, et puis ensuite, il y avait la question sur la migration. Voilà. Sur la Chine, c'est vrai, nous sommes dans le cadre 14 plus la Chine. À un certain moment, c'était 17 pays. Le dernier vrai sommet physique qui a eu lieu, c'était à Dubrovnik, en 2019. Il était lié avec la visite à l'époque de déjà décédé ancien premier chinois Li Keqiang, qui est venu en Croatie. Et notre relation, quand je regarde les chiffres d'échange commercial des grands pays, c'est une quantité négligeable. C'est peut-être 2 milliards par an. Vous regardez l'échange extérieur France-Chine, c'est un peu plus large. Alors, comme quelqu'un qui est très pragmatique et qui sait quelque chose sur les relations internationales, nous essayons d'avoir une coopération normale, correcte, qui est limitée. C'est pas que vous allez en Croatie, vous êtes en Chine, pas du tout. Mais on avait certains projets infrastructurels pour lesquels, dans le contexte de marché public que vous évoquez, je suis sûr que vous pensez sur le pont de Pelješac, qui est un projet très difficile à construire. Et ils avaient une offre qui était la meilleure. Mais c'était aussi un travail très difficile. Et ça n'aurait été pas tellement facile de le faire avec les moyens des autres sociétés de construction. Alors, mais ce n'est pas une tendance qui doit nous donner un contexte de préoccupation énorme. Quand il s'agit de la démographie, j'ai déjà dit, vous pensez sur l'immigration, je crois que chaque pays et chaque société doit être très, très, très prudent avec ça. Parce que notamment, si la démographie est faible et vous avez une grande immigration, c'est un espace idéal pour certaines narratives politiques, l'idéologie politique, qui vont créer un chaos dans la société tout de suite. Et c'est pour ça qu'on est très prudent. Jusqu'à un moment, on a réussi d'avoir 150 000 des travailleurs étrangers qui sont là.
et qui sont 120 000 de pays tiers et 30 000 de l'espace économique européen, plus large que l'Union. Et pour le moment, on n'a pas eu de grandes difficultés. Et grâce à eux, on a pu faire une bonne saison touristique, on a pu faire des grands projets de la construction d'infrastructures. Avec nos propres effectifs, ça aurait été difficile. Il reste 5 minutes, Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore 2-3 questions ou pas? Il y avait une main qui s'était... Oh, bah, très bien. Il y avait 2 mains qui s'étaient levées au fond. Il y en a une troisième. On va terminer sur ces 3 questions. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Caroline Petrucci et je gère un journal dédié au sujet en durabilité. Et ma question porte sur la souveraineté de l'Europe et notamment les compétences. Parce que quand on regarde les recherches de l'OCDE, parfois ça donne une vision pas très rassurante. Et donc, ma question porte sur comment est-ce qu'on peut s'assurer que la jeunesse de demain soit équipée des compétences pour être compétitif. Et est-ce que vous voyez un rôle pour l'Église ou les églises, et notamment suite à la mission du pape Léon pour renforcer la relation avec l'Église orthodoxe, est-ce que vous voyez une stratégie de coopération par rapport à l'éducation de la jeunesse en Europe? Merci. Alors, il y avait encore une question au fond et puis une autre à peu près au milieu. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Aurélien Bandini-Croft. Je travaille pour la Japan Bank for International Cooperation. Vous avez parlé des enjeux de l'économie européenne, de la compétitivité. Moi, je voulais entrer dans le sujet de la Three Seas Initiative, dont le Japon est un pays partenaire. Je voulais vous demander quel était votre ressenti des progrès actuels, la température, disons, du projet. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais voilà, je voulais avoir votre ressenti personnel à ce sujet-là. Merci. Merci. Et la dernière question, à peu près 3-4 ans devant. Ah, pardon, allez-y, oui. Oh, désolé. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Marie-Sarah, salariée dans l'administration. Du coup, ma question, elle porte effectivement sur la guerre russo-ukrainienne. Avant l'élection de Donald Trump, les Européens étaient acteurs de la situation de cette guerre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit forcing parce qu'ils ne sont plus à la table des négociations. On aimerait savoir aujourd'hui, j'aimerais savoir quel est le sentiment que vous avez suite au fait que Trump ne vous place plus à l'avant de cette négociation, en fait. Merci. Merci. Et la toute dernière. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Déjà un grand merci à l'IFRI d'organiser cette conférence. Donc je suis Alice Levar, étudiante en droit à l'université de King's College à Londres. Ma question portait sur le grand développement économique que vivait la Croatie, comme vous l'avez cité depuis plusieurs années. J'ai pu observer sur les données de la Commission européenne que c'était particulièrement vrai sur la question de l'emploi et surtout sur la période post-crise du Covid-19 et que en quelques années post-Covid, le taux de chômage en Croatie avait chuté de presque 3 points de pourcentage, donc une résilience solide que tous les pays européens n'avaient pas vécu. Donc ma question, c'était que quelles étaient les décisions politiques peut-être plus audacieuses que les autres pays européens n'avaient pas pris, que la Croatie avait pu prendre, et quelles étaient les leçons justement de cette résilience que les autres pays européens pouvaient tirer. Merci. Il y en a plusieurs, vous pouvez choisir. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je commence avec la dernière, si vous permettez, parce que c'est important. On n'a pas eu tellement de temps, à part de mon discours de 1 heure de 2025 que vous avez lu, et peut-être vous aussi. Alors, la grande crise multiple chez nous, Covid, tremblement de terre, prix d'énergie, conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine. Comment la Croatie a réussi? Une politique d'un interventionnisme de gouvernants énorme. Alors moi, j'appartiens au parti politique HDZ de PPE, où la philosophie politique,
peut être synthétisé dans le contexte la liberté d'un homme individuel, de femme individuelle, la responsabilité dans la société collective, mais aussi un marché libre, social, et la liberté des entrepreneurs. Ce que j'ai fait pendant 4 ans, c'était complètement le contraire qu'était mon programme. Tout le contraire. On a réussi comme gouvernement de prendre des décisions qui ont fait les Croates, les citoyens et les entreprises passer tout au long de la crise énergétique sans l'avoir perçu. C'est ça qui était essentiel. Alors, je me souviens, en 2020, l'opposition disait 400 000 de, kako se kaže, otpuštanja, layoffs, otpuštanja, otkazi. Licenciements. 400 000 de licenciements. On est fini. Rien. La différence, par rapport au moment quand j'ai commencé maintenant, c'est plus de 320 000 employés de plus qu'avant. C'est pour ça que j'ai réussi de maintenir la cohésion sociale de la société. On a vraiment, dans ce contexte des derniers 4 ans, laissé une personne de perdre son travail. C'était ça qui est le résultat de cette transition, avec aussi une utilisation intelligente de EU Next Generation, des fonds qui étaient disponibles aussi de budget, et un dynamisme après Covid grâce à l'activité de nos sociétés et de nos travailleurs. Ça, c'est la première question. C'est ça plus ou moins la réponse à votre question. Quand il s'agit de développement durable, le rôle de l'Église, je crois que aussi la politique d'investissement dans le contexte de décarbonisation plus large, c'est une de nos priorités, c'est de notre stratégie nationale jusqu'à 2032. Et je crois que la Croatie a fait des pas en avant, même parfois plus rapides que les autres. C'est aussi grâce aux différents ressources naturelles qu'on a. Par rapport de l'eau, on est parmi 3-4 pays qui sont le plus dans une position meilleure que les autres au continent européen. Dans l'échelle globale, avec Global Development Goals, on est, je crois, que dans la 8e ou 9e place. Alors, c'est bien aussi. C'est dans la politique de climat aussi. Le rôle de l'Église très important dans la société croate et nation qui a, pendant son histoire, eu tellement de turbulences. Je crois que l'Église catholique était la force qui a fait la nation survivre. C'était le message que j'ai dit au Pape Léo vendredi, Pape Léo vendredi à Rome. Quelle était l'autre question? L'initiative Trois Mers. Très important, l'initiative Trois Mers, c'est la Croatie qui aura le prochain sommet. Ça sera au mois d'avril. Je crois que la coopération de 13 pays de l'Union européenne, qui sont les pays de l'Est, avec une participation de différents partenaires, y compris le Japon. J'étais au Japon au mois de septembre. C'est une vraiment possibilité d'accélérer la coopération énergétique et infrastructurelle et numérique. Je ne vois pas cette initiative comme une stratégie qui doit diviser l'Europe, mais c'est plutôt accélérer le développement de parties de l'Europe qui n'a pas bénéficié ni de démocratie ni d'intégration européenne jusqu'à 90, c'est formellement, mais plus tard, bien sûr, avec des élargissements. Alors, l'atmosphère, je trouve positive. Il y avait une autre question. Il y avait une question sur Ukraine, Russie. Sur l'Ukraine, Russie, les négociations. Vous vous souvenez qu'après la première agression de la Russie contre l'Ukraine en 2014, qui était à la table? Pas les États-Unis. L'Europe a choisi de déléguer, dans le contexte de format de Normandie, les négociations aux 2 plus grands pays,
la France et l'Allemagne. Et c'était un processus qui a essayé de faire un peu de ce qui a réussi en Croatie entre 1995 et 1998, c'est-à-dire la réintégration pacifique à l'époque des territoires occupés, la tâche de format de Normandie et les autres efforts de communauté internationale, c'était de mettre en œuvre les accords de Minsk. Malheureusement, la Russie ne voulait pas le faire. Et on est arrivé dans une deuxième agression, une solidarité énorme. Maintenant, on a une initiative du président Trump. Et je crois qu'aujourd'hui, après cette réunion de E3, c'est-à-dire Royaume-Uni, France et l'Allemagne, comme les plus grands pays de l'Europe, par différents critères, que nous aurons une idée plus claire avant les prochaines réunions en mois de décembre. Je dois dire que le contexte actuel, ce n'est pas une coopération internationale habituelle. On avait une période, avec la guerre en Ukraine, de délibérément ne pas mettre les États-Unis dans le premier plan, mais les Européens. Malheureusement, ça n'a pas abouti à un paix. C'est ça, mais le processus continue. J'ai vu passer un petit mot aussi sur des exemptions fiscales pour les Croates qui veulent revenir au pays. Je ne sais pas si vous voulez confirmer ce petit mot ou pas. Ah oui, oui, on a fait beaucoup de choses pour les Croates qui sont actuellement au dehors de la Croatie. Il faut que vous soyez, par exemple, au moins 2 ans dans un pays de l'Union européenne. Si vous voulez revenir, c'est pour votre ami. Il est déjà en France pour combien de temps? On réglera les affaires après. Il est en République tchèque, mais pour combien de temps? Ah, voilà, il peut bénéficier des incentives. Très bien, merci. Paul, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Monsieur le Premier ministre, vraiment, merci beaucoup Merci à vous. de cet échange qui a été très riche. Vous avez répondu à toutes les questions et je vous souhaite un très bon séjour à Paris et puis bon courage pour la suite parce que les temps sont effectivement compliqués. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci.